Mesdames et messieurs, courage. Il ne vous a pas échappé en regardant le programme que j'étais le seul orateur qui avait 1 heure pour commencer, mais pas d'heure pour finir. Bien. Je crois pouvoir dire, et vous ne me démentirez pas, que les 2 journées que nous venons de vivre ont été riches d'informations, foisonnantes d'idées, et puis aussi émaillées parfois d'une certaine émotion. Et nous le devons à plus de 20 rapporteurs qui ont réussi à tenir notre attention, grâce à la lucidité de certains constats, à l'acuité, me semble-t-il, de certaines interrogations et aussi à la force de conviction et d'espérance qu'ils ont manifestée. Alors de ces 2 journées, il faut d'abord remercier ceux auxquels nous les devons et qui nous les ont offertes. L'Université française du Pacifique et oui, je ne sais pas le mot juste, c'est l'Université de la Polynésie française. Il faut se méfier des sigles. Donc, je remercie l'Université de la Polynésie française et son président. Et puis, je remercie celle au coup de laquelle nous devrions accumuler toutes les couronnes, si je puis dire, et tous les colliers, tant elle a réussi par sa persévérance à venir à bout et réaliser ce projet. Au fond, Sandrine, vous avez parfaitement illustré la devise de Guillaume d'Orange, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Eh bien, écoutez, à force de ténacité, vous avez réussi, bravo, bravo et merci. Et oui, on peut vous applaudir, ça c'est vrai. Et je voudrais associer à ces remerciements les étudiants, je ne sais pas s'ils sont encore là, les étudiants qui ont contribué à la préparation de ce colloque et qui nous ont offert hier matin des scénettes absolument délicieuses, d'intelligence et d'humour, qui nous ont mis en scène des scénettes sur la chicane foncière. C'était un bon moment de ce colloque. Alors de ces journées, c'est un peu un lieu commun de le dire pour le rapporteur de synthèse, mais je le dis quand même, la synthèse n'est vraiment pas facile. Parce que durant ces 2 jours, les chemins les plus divers nous ont conduits dans les différentes branches du droit, dans le droit public, le droit constitutionnel, les problèmes de compétences, dans le droit privé, mais tout le droit privé, et le droit de la famille, et le droit des personnes, et le droit des successions, et le droit des biens, et accessoirement le droit des sûretés qui garantit le crédit. Bref, nous avons parcouru à peu près tous les secteurs du droit. Et puis il y a plus, nous nous sommes interrogés sur certains systèmes juridiques, naturellement, sur le droit coutumier, et sur l'autre droit, on peut l'appeler le droit écrit, le droit légiféré, je ne sais, en tout cas le droit d'origine étatique, et non pas le droit secrété par le comportement des personnes. On a parlé, bien entendu, de droit continental, mais comment ne pas penser, quand on évoque certaines îles, notamment le Vanuatu, comment ne pas penser à la common law et à l'importance qu'elle a, et comment ne pas s'interroger sur la façon dont ces questions sont traitées en common law. Et puis en plus, on ne s'est pas limité qu'au droit, vous avez pu le constater. On a parlé sociologie, anthropologie, technologie, notamment à l'ère du numérique. Et puis on a parlé ce matin d'amour, et j'y étais très sensible. Il n'est pas si fréquent que cela que l'on dise dans un colloque juridique que les questions vont se régler par l'amour. Ça me faisait penser à cette merveilleuse règle de droit que Saint-Just avait voulu faire adopter, mais il n'y est pas arrivé. L'homme et la femme qui s'aiment sont époux. C'était simple, mais c'était un peu dangereux peut-être aussi. Bon, et puis enfin, pour ajouter encore à la diversité de nos réflexions, on s'est tourné très largement vers le passé, un passé qui n'est pas facile à connaître pour la Polynésie, un passé chaotique qui n'est pas le même selon les îles. Et puis, on s'est projeté dans l'avenir en se demandant ce qui pourrait se passer. Alors tout cela explique que je vous demande votre indulgence pour les propos qui vont suivre, qui seront des propos sans rigueur. Alors, notre sujet était admirablement libellé, la propriété foncière à l'épreuve de la parenté. Alors voilà un sujet, il y a 3 mots. La propriété, la terre et la parenté. Bon, prenons-les, mais en suivant un ordre différent. Et commençons par la terre. La terre, nos débats l'ont montré, mais on s'en doutait, est un bien exceptionnel. Ça n'est pas un bien comme un autre. Elle est un bien primordial, peut-on dire, et cela partout, peut-être, certainement même, en Polynésie avec une force bien plus grande qu'ailleurs, mais nulle part. La terre n'est un bien comme un autre. Et cela, au fond, parce qu'elle a 2 caractères qui ont été soulignés. D'abord, la terre est nourricière. Elle l'est par ses ressources naturelles qu'elle offre, qui s'offrent à la chasse, à la pêche, à la cueillette, ou
par ses richesses dues au travail de l'homme, à la culture ou à l'élevage. Et c'est pourquoi, au fond, tant de peuples vouent à la terre qui les fait vivre le culte dont on honore les dieux. Il existe des collines, des plaines, des montagnes, des ruisseaux qui sont sacrés. Je ne connais pas de meubles sacrés. La terre est souvent sacrée. Et cette fonction nourricière a été évoquée avec émotion et talent par Madame de Vatine, j'espère ne pas écorcher les noms, et Madame Grand, la première nous ayant parlé, et même chanté, m'a-t-il semblé, des chants, poèmes à la terre, chants d'exaltation et de supplication par lesquels j'ai retenu que les paniers de la pêche s'emplissaient de poissons. Et la seconde nous rappelant qu'une terre nourricière n'appartient pas à l'homme, mais que c'est au contraire l'homme qui appartient à la terre nourricière. Et l'on peut voir dans ces propos, finalement, aussi bien l'expression d'une culture traditionnelle qui entendre, au fond, un écho de la préoccupation très contemporaine de la sauvegarde écologique de la terre, où l'on nous dit que nous sommes dépositaires de la terre et que nous devons en prendre soin. Donc la terre est nourricière, et puis, second caractère qui a été également amplement souligné, la terre est identitaire. Il n'existe pas d'État, il n'existe pas de nation sans territoire, acquis ou à revendiquer. Vous voyez la querelle qui oppose depuis tant d'années le peuple juif et le peuple palestinien sur une même terre, chacun ne concevant pas son existence ailleurs que sur cette terre. Voyez encore les revendications sur leurs terres ancestrales des peuples aborigènes d'Australie, de Nouvelle-Zélande et des Amériques, d'Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Voyez encore les pays où l'acquisition de terres par un étranger est interdite, surveillée. Je crois qu'on surveille à Rapa, mais on surveille aussi en Suisse. Quand on n'est pas suisse, on n'achète pas, ni même en Suisse. Il faut se soumettre à toute une série de procédures. Et ce n'est donc pas un hasard, quand on réfléchit à cette fonction identitaire, ce n'est pas un hasard s'il existe un lien entre la terre et le nom. Au fond, la cause des paysans sans terre, qui est une cause un peu universelle, n'est pas très différente de la cause, si vivre en Afrique, des enfants sans nom. L'identité, au fond, se trouve dans le nom et dans la terre. Et on a, au cours de ces journées, maintes fois souligné qu'en Polynésie, la terre a un nom. La terre a un nom, l'identification de la personne se faisant ainsi simultanément par une terre et par un nom. Alors simplement, cette fonction identitaire se conçoit à plusieurs niveaux. On peut concevoir cette fonction identitaire au niveau d'un individu isolé qui s'identifie à sa maison, qui s'identifie à sa terre, et qui s'identifie tellement qu'en la léguant à quelqu'un, et sachant qu'ainsi sa volonté survivra à sa mort, il se croit un peu éternel. Cette identification peut également jouer au niveau d'une famille. Au niveau d'une famille, et vous avez alors, j'y pensais quand nous parlions des tomités, vous avez des tomités qui vont désigner, m'a-t-on dit, il en existe, telle personne et ses héritiers. Et ses héritiers, il n'est pas mort, donc ce sont des héritiers à venir. Donc on voit bien là que le rattachement se fait à une famille. Et il existe en France, ça n'a eu aucun succès, mais il existait un statut des biens de famille. Ça n'a pas marché. Mais qui étaient des biens, devinez, inaliénables, insaisissables. Bon, l'identification peut se faire au niveau d'un clan. Et c'est au fond la coutume calédonienne, si j'ai bien compris, mais c'est aussi la coutume, si j'ai aussi bien compris, mais je n'en suis pas sûr, car j'ai entendu tant de choses, au Samoa. Et puis enfin, l'identification peut se faire au niveau d'une nation, cela a été dit, je n'y reviens pas. Alors, ce particularisme de la terre, qui fait qu'elle n'est pas un bien comme un autre, explique que la terre est son juge, comme la famille a son juge. Il existe, généralement dans beaucoup de pays, en tout cas en France, il existe un juge de la famille. Il n'est pas extravagant que dans un pays comme la Polynésie, il existe un juge de la terre. Quel juge ? Un juge qui soit au plus près du citoyen, qui accueille, qui écoute, qui concilie, qui conseille, et qui est au fond l'audace de prendre parfois un peu de distance avec la lettre de la loi
pour faire ce que l'esprit de la loi commande et ce que l'intelligence du cœur peut aussi commander. Alors cela, Madame la Présidente Lucuretti nous l'a fort bien fait comprendre, et Monsieur Joly nous a fait survoler les audiences foraines en des termes qu'ils ont tous donné l'envie de nous lever à la fin de son intervention et pour lui dire « Juge, I love you », comme ce maire. Bon. Et puis aussi, j'ajouterai que ce particularisme de la terre explique aussi, et ça a été montré ce matin amplement, comment, et comme en matière familiale, ces fameux modes alternatifs de règlement des conflits, la médiation, la conciliation, en attendant la procédure coopérative, voilà pourquoi ces procédures trouvent une place particulière en matière foncière, ou pourraient trouver une place importante. On nous l'a montré ce matin avec Mme Fong et Mme Paoletti pour Urutu et Rumatara. Je m'excuse par avance des prononciations fâcheuses qui pourraient heurter vos oreilles. La terre, voilà ce que c'est. C'est déjà pas facile. La parenté. Alors la parenté, elle se définit en droit du moins, mais je ne suis que juriste, comme le lien qui unit ceux qui descendent d'un auteur commun, ceux qui ont des ancêtres en partage. Et l'on sait simplement que cette parenté par le sang se double d'une parenté par la volonté, d'une parenté par l'accueil, qu'est la parenté adoptive. Mais l'on sait aussi que la parenté par le sang, comme la parenté adoptive, produit des effets juridiques, sans quoi le roi ne s'y intéresserait pas. Et que parmi ces effets juridiques, la succession n'est pas le moins important. Et donc, la parenté est une cause de transmission des biens. Et c'est là que la parenté va croiser la propriété foncière. Or, il ressort de nos débats que la parenté en Polynésie pose tout de même quelques problèmes particuliers. D'abord, les structures familiales ne sont pas les mêmes. Et M. Bambridge vient de nous l'expliquer. Il m'a fait découvrir, j'espère avoir compris, ce qu'étaient les Houphous qui réunissaient 4 ou 7 générations. Ce sont des structures dominées par le principe d'unité des frères et sœurs, qu'il m'avait expliqué un peu avant en privé, pour tout dire, et qui permet de voir que la famille est agencée autrement. Ensuite, la preuve de la parenté est une question qui se pose partout. Simplement, elle pose des problèmes particuliers ici, qui sont liés, si j'ai bien compris, à la mutabilité des noms, au moins dans une période passée, mais qui dépasse les éloignés, aux lacunes de l'état civil, et puis enfin à la nécessité de reconstituer des généalogies sur une foule de générations, parce qu'on n'a pas procédé au partage que l'on fait en métropole, en tout cas, disons, à 1 ou 2 générations. Alors la Cour de cassation, j'allais dire, bonne fille, admet la preuve de la généalogie par tout moyen, ce qui est de nature à faciliter les choses, mais il faut quand même le secours des généalogistes, dont Mme Méret nous a montré les ressorts pour réussir dans cette entreprise. Et puis enfin, il existe en Polynésie ce que l'on pourrait appeler au fond une parenté par les œuvres. C'est le cas des enfants Fahamou, qui ont été si bien évoqués par Maître Ternavala. Par Maître Bambridge. Alors, vous savez ce que Loisel disait? Il disait, dans une maxime célèbre, « Boire, manger et coucher ensemble, ces mariages, ce me semble. » Bon, eh bien, si l'on transposait ici cette maxime, on pourrait dire que nourrir l'enfant, c'est en être le père ou la mère. Bon, on peut le dire. Il faut maintenant le mettre en musique juridique. J'ai été sensible à l'inventivité. Mais il y a des voies qui seraient possibles d'explorer, mais je ne suis pas là pour faire un rapport technique. Il y a des voies que l'on pourrait explorer peut-être pour sortir ces enfants. On a parlé de la liberté testamentaire, elle est importante. N'oubliez pas que les enfants réservataires peuvent aujourd'hui renoncer à leur réserve du vivant de leur auteur, qui ont peut-être parfois des moyens de les inciter à renoncer, et que c'est une manière finalement d'assurer une transmission à des héritiers qui ne sont pas héritiers, sans buter sur la réserve. Alors vous le voyez, le deuxième élément, la parenté, il n'est pas plus clair que il est aussi complexe que le premier, et ils se croisent l'un l'autre. Le reste enfin la propriété. Alors la propriété, on l'a dit, c'est important, la propriété est un droit. Elle est donc une création des juristes. Elle est une création des juristes. J'ai vu des montagnes, j'ai vu des armoires, j'ai jamais vu un droit. Ça ne se voit pas. C'est une création des juristes. C'est le fruit de leur imagination, à la différence de la possession. À la différence de la possession qui est un fait. Dit autrement,
des peuplades peuvent se concevoir sans propriétaire, mais non sans possesseur. Une terre habitée est nécessairement une terre usagère, mais elle n'est pas nécessairement une terre appropriée. Alors, il a été expliqué, et à l'instant même encore rappelé, comment en Polynésie, la propriété privée, le concept de propriété privée, était arrivé dans un premier temps, si j'ai bien compris, avec les missionnaires anglais, pour enfin apparaître en majesté avec l'introduction du Code civil qui, lui, consacre la propriété privée. Et cela a été dit, mais il faut le répéter, la propriété du Code civil français, parce que ce n'est pas la seule, il y en a d'autres propriétés dans d'autres systèmes juridiques. Mais la propriété du Code civil français est fondamentalement une propriété individuelle. De la définition que donne l'article 544, il résulte que la propriété est à la fois un élément de richesse, je suis riche de mon bien, pourquoi? Parce que je peux le vendre et mener folle vie avec le prix. Je peux dissiper la valeur de ce bien. Un élément de richesse et puis un faisceau de pouvoir, et les pouvoirs les plus absolus sur la chose. Et une richesse et un faisceau de pouvoir pour le propriétaire et pour lui seul. Au fond, la propriété du Code civil, et certaines doctrines françaises y ont insisté dès ces dernières années, se caractérise au fond par l'exclusion. La propriété du Code civil est une propriété qui permet d'exclure autrui de son bien. Ce qu'a pu faire dire à Proudhon que c'était le vol, mais ça c'est un peu excessif. Bon. Alors, il existe évidemment, avec l'indivision successorale, dans le Code civil, une propriété commune. Mais, et cela a été dit, elle y est comprise, par Pierre Becquet l'a très bien dit ce matin, comme un état subi. Les héritiers subissent l'indivision, et donc comme un état temporaire, d'où cette règle que le français moyen non-juriste connaît, nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Ça, c'est la seule, peut-être une ou deux règles de droit qui ont pénétré, je veux dire, la conscience de tous les citoyens. Et là-dessus, le Code civil, il faut bien le comprendre, a été écrit en haine des procédures, des propriétés collectives ou des propriétés simultanées de l'ancien droit. Très bien, mais les réalités, pas seulement polynésiennes, océaniennes, pourrait-on dire, et tout autre. Il a été souligné que quantité de terres faisait l'objet d'une appropriation plurale. Alors, soit, et ce sont deux hypothèses différentes, me semble-t-il, soit que la terre forme l'assiette d'indivisions successorales qui se sont superposées au fil du temps, faute de partage, et sur laquelle se trouvent ainsi, en quelque sorte, empilés les droits de génération successives qui donnent ce maquis inextricable qu'évoquait hier Hugues Fulchéron. Et puis il y a cette autre chose, une terre qui appartient à un clan, appelons-le comme vous voulez, à une tribu, à une chefferie, aux contours plus ou moins bien définis, et qui n'est pas une situation d'indivision du Code civil. Et il est permis, peut-être par commodité de langage, de parler dans le premier cas de terres indivises et dans le second de terres coutumières. Mais au-delà de cette différence, il reste qu'une propriété collective, indivise ou coutumière, au sens où je viens de prendre ces deux mots, devient très difficile à gérer lorsqu'elle réunit un nombre de personnes important, dont certaines même ne sont pas identifiées, ce qui a été amplement développé. D'une part, l'investisseur, et cela vient d'être rappelé, qui acquiert un terrain, le financier, qui exige une hypothèque pour garantir le prêt qu'il consent, veut traiter avec qui de droit? Il faut bien qu'il ait un interlocuteur. Et pas sans interlocuteur, si on ajoute de surcroît qu'il y en a peut-être 50 qu'on ne connaît pas, mais qui sont dans la nature. Bon. Et puis, d'autre part, plus on est nombreux dans un groupement, et plus il est clair que le risque de confusion est grand, et le risque de conflit. Et l'on comprend du même coup, me semble-t-il, tout l'intérêt et la difficulté du thème qui nous a réunis ces deux journées. Que faire pour que la propriété foncière, mise à l'épreuve d'une parenté qui la rend plus ou moins collective, plus ou moins plurale, ne soit pas ou bien un obstacle au développement économique ou bien un lieu de conflit permanent? Il me semble qu'à cette question cruciale, nos échanges ont clairement établi qu'il y a en simplifiant, qu'il y a deux réponses possibles, qui d'ailleurs ne sont pas exclusives l'une de l'autre, dès lors que les biens ne sont pas les mêmes. La première réponse radicale,
c'est l'éradication des propriétés collectives. On élimine les propriétés collectives. La deuxième réponse, c'est l'organisation des propriétés collectives, ce qui est un autre parti. Alors je vous propose, rassurez-vous, je ne serai pas trop long, mais je vous propose de dire quelques mots de chacune de ces deux alternatives telles qu'elles me sont apparues au cours de ces deux journées. L'éradication des propriétés collectives. Bon, l'éradication des propriétés coutumières, au sens où je l'ai dit, de la propriété d'un clan, ne me retiendra pas ici. D'abord, on m'a dit, dans cette assemblée, mais je n'ai pas toujours eu la même réponse, qu'il n'y avait plus véritablement en Polynésie de terres que l'on puisse dire coutumières appartenant à un clan. Bon, encore qu'il m'a semblé comprendre qu'à Rapa, c'est un peu le cas. Enfin, peut-être que je n'ai pas très bien compris. Bon. Mais ça n'est pas un phénomène majeur. Bon. J'ai compris qu'au Samoa, on a voulu le faire, ça a coûté la tête au gouvernement. Bon. Et puis, en Nouvelle-Calédonie, on ne cherche pas du tout à supprimer ces terres coutumières. Au contraire, elles sont, comme Sandrine, pardonnez-moi cette familiarité, l'a fort bien expliqué, on l'a intégrée dans l'ordre juridique. Bon. Donc, je laisserai de côté ici les terres coutumières au sens des terres appartenant à un clan pour parler des propriétés indivises. Comment sortir des propriétés indivises si on le souhaite? Comment sortir dans la Polynésie et dans les îles en général? Au fond, il y a trois moyens, sommairement, qui ont été présentés et débattus. Premier moyen, c'est au fond l'adaptation de la loi successorale. Le deuxième, c'est le recours à la prescription acquisitive à l'usucapion. Et le troisième, c'est ce que j'appellerais la revendication, mais au sens où vous l'entendez ici. Quelques mots de chacune de ces trois voies. S'agissant de la loi successorale, la loi du 26 juillet 2019 a été fort bien présentée et défendue, avec une conviction inégale d'ailleurs. Quelques timidités ou quelques craintes du côté du barreau et des avocats, et au contraire, alors, avec Laure Bélanger, un enthousiasme qui nous a tous fait applaudir au partage par souche. Bon, mais enfin, cette réforme nous a été présentée. Si on laisse de côté l'attribution préférentielle du logement et le droit de retour légal des frères et sœurs, d'abord parce que ce n'est pas l'heure d'en parler, c'est trop technique. Et puis, outre que la première solution, attribution préférentielle, au regard de l'indivision, elle est très ambiguë, parce que le fait que celui qui est depuis 10 ans sur le terrain puisse en demander l'attribution préférentielle, c'est de nature à quoi faire? Soit à le dissuader de demander le partage, lui, puisque de toute façon, il pourra le demander, il a le temps, soit au contraire à provoquer les autres à le demander pour l'empêcher d'atteindre les 10 années. Bon, il y a dans cette mesure quelque chose qui... Il y a deux effets possibles. Et quant au droit de retour des frères et sœurs, qui est un texte calamiteux tel qu'il a été conçu par la France en 2006, je ne suis pas convaincu que ce qui a été ajouté soit de nature à simplifier les choses, notamment l'idée qu'en donnant aux conjoints survivants un usufruit sur une quotité, on va les permettre de rester dans les lieux, je crois que ça relève de l'illusion la plus complète. Enfin, donc, moi, je m'en tiendrai à l'admission d'un partage amiable à la majorité des 2/3, avec l'autorisation du tribunal, en cas d'opposition des minoritaires. Bon. Et puis, un partage judiciaire par souche, alors même que tous les indivisaires partis à l'instance, tous les indivisaires ne sont pas comparants à l'instance. Mais ici, soyons clairs, la nouveauté, ça n'est pas d'introduire dans le Code civil un partage par souche. Il est prévu depuis 1804 dans le cas de succession déférée à des descendants par voie de représentation. Quand un défunt laisse 5 petits-enfants, 3 issus d'un fils, 2 issus d'une fille, tous deux prédécédés, depuis 1804, on fait un partage par souche. Ce qui est profondément nouveau, c'est d'admettre qu'au sein d'une souche, un indivisaire puisse les représenter tous les autres. Autrement dit, c'est au fond l'innovation, ça n'est pas un partage par souche, c'est un partage en l'absence d'un indivisaire, auquel on pourra opposer ce partage une fois, parce qu'on estime qu'on a fait ce qu'il fallait pour qu'il fût prévenu, et que tant pis pour lui, il n'avait qu'à être là. Alors, naturellement, il faut ajouter à ces deux innovations la dernière, qui a consisté à dire que l'audition d'un méritier n'était plus sanctionnée par la nullité du partage et ne pouvait donner lieu qu'à un complément de part en valeur ou en nature. Alors, simplement, ces mesures qui me semblent adaptées, en tout cas, ou utiles pour sortir de l'indivision, si on le souhaite.
Ces mesures appelleront, pour qu'elles réussissent, un concours loyal des praticiens. Un concours loyal des praticiens et peut-être aussi parfois le soutien d'une interprétation judiciaire salvatrice. Que les notaires ne se défaussent pas en disant un partage à la majorité des 2/3, ça ne ressemble à rien, mais ce qu'il faut même leur dire, si on veut les effrayer davantage encore, c'est qu'il se peut qu'un seul indivisaire ait la majorité des 2/3. Donc ils feront un partage avec un seul comparant. Ce n'est pas dans leurs habitudes. Mais il faudra en changer, c'est tout. La loi est là, elle le dit. Il n'appartient pas au notaire de neutraliser l'application de la loi. Ça, je crois que c'est un point capital. Et puis le juge devra, me semble-t-il parfois, par une interprétation audacieuse, remédier à certaines des imperfections ou des incertitudes que les textes nouveaux créent. On nous a très bien expliqué, vous nous avez fort bien expliqué la genèse de ces textes. Elle est très démocratique. Mais je crains que ces textes, à laquelle chacun a touché, finissent in fine par porter la patte de personnalités différentes et que ces pattes, si je puis dire, ne cheminent pas dans le même sens. Ce qui donne des textes, me semble-t-il, parfois difficiles à comprendre. On nous a donné, pour exemple, l'attribution préférentielle. Il est évident que cette attribution préférentielle, au bout de 10 ans, elle n'est pas applicable aux successions ouvertes avant. Et donc, elles ne sont applicables aux successions qui s'ouvrent aujourd'hui, il est évident qu'elle pourra jouer au moment même où la loi cessera d'être applicable. Alors je crois que là, un effort d'interprétation jurisprudentielle s'impose, c'est de dire que si le législateur a voulu une période d'essai de 10 ans, ce qui est certain, c'est donc qu'il a admis que cette loi pourrait s'appliquer dès son entrée en vigueur. Bon, raisonnement que je propose, et qui sera abandonné naturellement à la sagacité des juges. Et puis, par exemple, autre chose à laquelle il faudra veiller, le partage par souche est opposable à l'indivisaire qui n'a pas comparu. Alors, Laure Bélanger nous a dit hier, mais je le lui ai dit, on en a parlé tous les deux, il a dit il y a un principe, le principe c'est opposable. Il y a une exception, c'est si son abstention, sa non-présence n'est pas fautive. Et je lui disais, mais au fond, j'aurais pu présenter des choses comme ça. Le principe est que ça ne lui est pas opposable, sauf si son absence est fautive. Autrement dit, le juge aura un rôle capital pour dire quand est-ce que le non-comparant peut repousser le partage parce qu'il n'est pas de son fait. Et la loi ne dit pas faute, elle dit qu'il n'est pas de son fait. Est-ce que la possibilité qu'il avait en consultant les vecteurs de la publicité, le fait qu'il ne l'ait pas fait tous les jours, alors même qu'il est à New York, au Samoa, à Tokyo ou à Paris, permet de dire que ces deux sont faits s'il n'a pas été tout grand. Je crois qu'il faudra le juger. Comme vous l'avez dit, Laure, très justement, si on ne l'admet pas, la loi est morte. Voilà. Bon. Vous voyez, donc, il faudra pour ces textes le soutien de la jurisprudence. Alors, inflexion des règles du partage. Sur la deuxième voie, je serai très rapide, on a beaucoup parlé ce matin, c'est le jeu de la prescription acquisitive ou de l'usucapion, qui est le facteur pacificateur de la propriété immobilière dans tous les systèmes autres que ceux où il suffit d'être inscrit pour être propriétaire. Dans tous les systèmes où le titre ne constitue pas une preuve irréfragable de la propriété, dans tous ces systèmes-là, on ne peut assurer la paix en matière immobilière que grâce à l'usucapion. Alors simplement, et vous l'avez dit ce matin par vos questions, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir l'usucapion. Et la preuve est libre, mais les notaires sont là, secourables comme toujours, pour dresser des actes constatant la possession. Et j'espère qu'ils le font. Il ne faut pas qu'ils surestiment leur responsabilité. Ils ne sont pas responsables, ils ne sont pas garants de la véracité des témoignages. Simplement, on leur demande de ne pas recevoir un acte de notoriété acquisitive s'ils savent pertinemment que celui dont il est question n'est pas le propriétaire. Et également, sans avoir pris quelques précautions élémentaires qui établissent qu'il a fait quelques actes matériels de possession, que sais-je, le paiement des impôts, ceci ou cela. Seulement, là encore, et cela a été dit ce matin, quoique constaté par un acte notarié, comme un acte notarié ne fait foi de sa inscription de faux que de ce que le notaire a personnellement constaté, il est clair que la possession constatée par une notoriété acquisitive, mais peut être combattue par tout moyen. On peut prouver par tout moyen que ce qu'ont dit les témoins est faux. Et disant cela, on ne contredit pas le notaire, qui n'a fait que reproduire les déclarations des témoins.
D'où les mesures qui ont été prises ici et en Corse, qui consistent à dire, si au bout de tant d'années, alors on peut discuter, 5 ans, il n'y a aucune contestation sur la notoriété qui a été publiée, alors à ce moment-là, la propriété devient incontestable. On peut s'en étonner, mais songez, pardonnez-moi de nouveau ce parallèle, à la possession en matière de filiation. La possession d'État établit la filiation. Un acte de notoriété est dressé. On peut très bien démontrer ensuite que l'enfant n'est pas l'enfant biologique, sauf après 5 ans. On a 5 années ouvertes à tous pour contester. Ensuite, ce qui a été établi par l'acte notarié devient incontestable. Enfin, dernier mode, c'est la revendication. Là, c'est celui que je connais le moins et que j'ai découvert au fond ici, mais qui, d'une manière ou d'une autre, consiste à donner un titre de propriété à quelqu'un qui se déclare propriétaire. Alors, avec des précautions illégales, si j'ai bien compris, suivant que l'on considère la loi de 1852 ou le décret de 1887, ou encore la loi de 2020 qui est spécifique à Rapa. Bon, mais au fond, l'idée est la même. Il y a une déclaration unilatérale, et puis ensuite, on va laisser un certain temps pour s'y opposer, et si personne ne s'y opposait, la propriété est établie. Bon, simplement, cette revendication a elle aussi ses limites que vos interventions ont montrées. Il y a l'étomité introuvable, car la conservation n'en a pas toujours été assurée. Il y a l'étomité collective que j'évoquais tout à l'heure. L'étomité est établie au nom d'une personne et de ses héritiers. Alors nous voilà bien avancés pour savoir aujourd'hui qui est propriétaire. Et puis enfin, il y a peut-être eu, cela a été évoqué tout à l'heure, je crois, l'étomité spoliateur, où des gens se sont présentés pour dire cette terre est à moi, personne n'a réagi, et comme ça elle est devenue propriétaire. Il y a quand même un problème. On dit, dans une phrase qui a un certain sens, que nul ne peut se constituer à soi-même un titre. Il y a quelque chose dans l'automité qui consiste à dire, vous dites que vous êtes propriétaire, je vous crois. Bien sûr, cette procédure est acceptable dès lors qu'elle a des contrepoids ou des précautions qui l'entourent. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, si on n'aime vraiment pas l'indivision, qu'un jour on aille plus loin, qu'on imagine des procédures radicales qui permettront de partager en laissant des indivisaires sans lot, qui permettront, sur une simple déclaration, d'éliminer telle ou telle personne? On peut l'imaginer, mais c'est là qu'il faudra prendre garde, et cela a été rappelé, aux garanties constitutionnelles et conventionnelles. La propriété est un droit protégé par la Constitution, mais ça, il n'y a que le Conseil constitutionnel qui s'en occupe. Mais elle est aussi protégée par la Convention européenne des droits de l'homme. Et là, tous les juges sont fondés à écarter un texte qui est contraire à la Convention européenne. Donc c'est là qu'est la limite. Mais d'un autre côté, on ne l'a pas dit, et c'était pourtant important, le droit de demander le partage a valeur constitutionnelle. Le Conseil l'a dit dans sa décision sur le Pacs, il a dit que le droit de demander le partage avait valeur constitutionnelle. Alors, droit de propriété privée contre droit de demander le partage, eh bien, écoutez, on remet la balle au centre. Et puis, c'est finalement au législateur d'arbitrer entre ces deux droits de valeur constitutionnelle. Voilà, alors, le premier parti qu'on peut prendre. L'autre, très différent, mais quelques mots, je vous promets, c'est l'organisation des propriétés collectives. On peut parfaitement considérer la propriété indivise ou coutumière, au sens où je l'ai dit, comme une composante de l'ordre familial, de l'ordre social, notamment si l'on considère l'indivision, non pas comme une malédiction, mais comme au contraire une protection. Comme une protection, et j'ai été très sensible à ce qui a été dit hier, mais si j'ai bien compris, à savoir que le mot partage en polynésien signifiait destruction. Ce que je trouve tout à fait lourd, enfin si je puis dire, de signification. Mais si l'on prend ce parti-là, on ne peut pas ne pas être soucieux du développement économique de la Terre, pas plus que l'on ne peut négliger le risque de conflit, de dissension entre les membres d'une communauté qui peut s'accroître. Donc il faut penser au tiers, à l'extérieur, il faut aussi penser à l'intérieur. Et il faut donc que la gestion des biens soit suffisamment organisée pour que l'on puisse concéder à des tiers des droits, si on le veut, concéder à des tiers des droits sûrs, et si l'on veut aussi que le groupe ne soit pas un lieu de conflits incessants. Alors là-dessus, je voudrais souligner qu'il ne faut pas croire non plus qu'il y ait en droit français une haine de l'indivision. Nous avons, c'est marginal dans le Code civil, des indivisions perpétuelles.
les indivisions forcées que sont certaines cours communes ou des murs mitoyens. Et puis nous avons toute une série de dispositifs qui est apparu dans les années 60, de maintien dans l'indivision, qui va permettre à un indivisaire auquel le partage serait fatal de s'opposer au partage. C'est ce qu'on appelle en termes techniques le maintien dans l'indivision, qui va permettre au conjoint de rester dans la maison d'où le partage la ferait partir, et ça peut aller jusqu'à sa mort. Donc ça peut être un maintien dans l'indivision de 20 ans, de 25 ans. Et puis il y a le sursis au partage, qui permet à celui qui veut s'installer sur une terre, mais qui n'est pas encore en mesure de le faire, de demander au juge de différer le partage d'au moins 2 ans. Donc il n'y a pas non plus dans le droit français une hostilité foncière à l'indivision. Et s'il y avait une hostilité foncière, la loi de 76 ne se serait pas, comment dirais-je, n'aurait pas fait tous les efforts pour organiser la gestion du bien indivis et pour permettre d'y résoudre les conflits. Je tenais à le dire parce que c'est un point important. Je l'ai dit, la propriété du Code civil, c'est une propriété individuelle, mais il n'y a pas pour autant une haine de l'indivision. Alors, quels sont les moyens d'organiser la division? Alors, j'ai d'abord envie de dire ceci. N'attendons pas tout de la loi. Il existe en droit français un principe de liberté contractuelle. Les parties peuvent conduire ce qu'elles veulent, pourvu qu'elles ne conviennent pas à l'ordre public. Et parmi ces libertés, la liberté d'association, c'est un contrat, même garantie, et vous y avez recouru, la liberté d'association, la liberté de créer des sociétés. Et puis vous avez aussi, plus récemment, soyez-y attentifs, une liberté en droit des biens. La Cour de cassation, par des arrêts qui ont fait grand bruit, maison de poésie, a jugé que, contrairement à ce que certains soutenaient, que les droits réels n'étaient pas en nombre limité et que les particuliers pouvaient créer ce que l'on a appelé des droits réels de jouissance spéciale. Le droit d'aller pêcher dans un étang la première semaine du mois d'août, le droit pour une collectivité dans une copropriété d'accéder à la piscine du lot numéro 30, et ce sont des droits réels, donc qui permettent d'organiser la jouissance des biens au sein d'une communauté. Alors, soyons sensibles à cette liberté contractuelle, à cette liberté conquise en droit des biens, et imaginons des moyens d'organiser cette jouissance. Cela dit, il y a 2 moyens, et je vais vraiment conclure, il y a 2 moyens qui ont été évoqués, un troisième dont je pensais qu'il le serait, mais il ne l'a pas été. Le premier, c'est, au fond, le recours à la personnalité morale. Une personnalité morale, c'est donc un groupement qui est doté d'un organe qui exprime la volonté de la personne morale. La personne morale, c'est un truc des juristes. C'est tout de même extraordinaire. Vous avez une transmutation qui fait que 10 acteurs, 10 sujets de droit sont ramenés à l'unité. Parce qu'ils ont créé une personne morale qui a les mêmes richesses qu'eux d'ailleurs. Bon, il n'y a pas de création de richesse. Mais enfin, vous avez 10 personnes qui deviennent une. Et du coup, ça va faciliter évidemment l'action de ce groupement sur la scène juridique. Alors, on a vu que la personnalité morale, vous y avez recouru. Si j'ai bien compris, vous avez admirablement décrit comment les choses se passaient à Rappa. Non, Rappa, c'était pas vous. Rappa, c'était autre chose. Enfin, pardonnez-moi, à cette heure, je me perds dans les îles. Mais enfin, en tout cas, vous avez recouru à des formes d'associations dotées de bureaux que vous constituez, que vous réglementez comme vous voulez. En Calédonie, c'est la même chose avec les groupements des GPDL, GDPL, dont vous nous avez parlé, qui ont la personnalité morale, bien sûr. C'est un moyen d'avancer. Simplement, la personnalité morale n'est pas un remède miracle. Bon. D'abord, en principe, une personne morale, il faudra connaître les membres. Bon. Donc, on retombe sur le problème des terres appropriées par des personnes dont on n'a pas encore certainement défini le nombre et l'identité. C'est un premier problème. Deuxième problème, si on raisonne sur les relations avec les tiers, la personnalité morale ne confère sécurité aux tiers que si des dispositions très particulières les protègent contre eux, la violation des statuts sociaux, le détournement de pouvoir, la prise de décision contraire à l'intérêt social. Et puis enfin, si on y réfléchit bien, et là on raisonne sur l'intérieur du cercle, la personnalité morale, les associés sont là, et je connais des conflits entre associés qui sont aussi redoutables que des conflits entre indivisaires. La société de famille et l'indivision de famille,
la paix n'est pas plus garantie dans l'un que dans l'autre. Et si toute personne peut demander à sortir de l'indivision, tout associé bénéficie d'un droit de retrait. Donc c'est une solution. Il ne faut pas croire que ce sera une panacée, comme on dit. La deuxième solution qui a été évoquée, c'est l'organisation de l'indivision. L'organisation de l'indivision, c'est-à-dire qu'on va réglementer l'indivision de manière à permettre qu'elle tourne de manière à peu près satisfaisante par une réglementation des pouvoirs. Vous avez eu des règles particulières, les décisions d'aliénation prises à la majorité simple, à la majorité de 50%, si j'ai bien compris, alors qu'en métropole, c'est des 2/3. Vous avez des règles de droit commun qui permettent de résoudre les conflits. Il me semble que c'est une voie que l'on peut explorer. Celle que j'attendais, c'était la fiducie, parce qu'on m'avait dit que c'était quelque chose qui était en gestation. Et alors j'en dirais simplement un mot. La fiducie est très séduisante. Au fond, qu'est-ce que c'est? C'est une dissociation des deux composantes majeures de la propriété que sont la richesse et les pouvoirs. Vous avez une personne qui, dit-on, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, mais avec une mission. C'est une propriété orientée. Il ne fera pas ce qu'il veut. Alors, on lui définit un but et on lui confère certains pouvoirs. Alors, la propriété est transférée, mais ne faisons pas d'illusions, le fiduciaire n'est pas riche des biens. Est-ce qu'il a tous les pouvoirs? Oui, enfin, ceux qui lui sont conférés par l'acte de fiducie. Le constituant, celui qui a apporté les biens en fiducie, si on est le bénéficiaire, il reste riche. Autrement dit, dans ce transfert de propriété, qui préférez-vous être? Moi, je préfère être celui qui transfère la propriété que celui qui la reçoit. Parce que c'est moi qui reste riche. Et l'autre travaille pour moi. Alors simplement, là où ça va se séparer du mandat, et c'est là qu'on peut en attendre une efficacité, c'est que le fiduciaire a des pouvoirs exclusifs. Et on retrouve l'exclusivité qui caractérise la propriété. Si vous donnez mandat à quelqu'un de gérer, vous pouvez quand même continuer à gérer vous-même. Et ça va gêner le mandataire. Alors que dans la fiducie, vous ne pouvez plus intervenir, vous avez conféré des pouvoirs, ils sont des pouvoirs exclusifs du fiduciaire. Alors on voit bien le parti qui pourra en être tiré. Sur des terres d'appropriation plurale, on va en confier la gestion à un fiduciaire, un ou plusieurs fiduciaires, ça pourrait être de ces structures familiales que vous évoquiez tout à l'heure, ou ces conseils que vous évoquiez, que vous avez constitués, et qui géreraient en toute souveraineté, si je puis dire. Bon, cela dit, là encore, ne pas se faire trop d'illusions. Ne pas se faire trop d'illusions. D'abord, il faudra trouver des fiduciaires. On ne s'est pas bousculé en métropole pour être fiduciaire. Bon. Les banques et les compagnies d'assurance ne sont pas précipités. Et les avocats, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Bon, c'est une responsabilité. Et puis, vous aurez toujours cette nécessité de contrôle. Quand on gère des biens pour le compte de tiers, quand vous gérez des biens dont vous n'êtes pas riche, il faut nécessairement quelqu'un qui contrôle. Alors, il y a des institutions. Mais en tout cas, si la Polynésie devait s'orienter sur cette voie, je crois que ce serait tout à fait louable. Et sachez qu'en France, avec d'autres, nous nous battons pour une généralisation de la fiducie qui permette ces fiducies de gestion. Voilà, ce qui actuellement n'est pas possible. Et vous avez une bonne base quand même avec la loi française. Il suffit de modifier 3 ou 4 articles pour que finalement ça puisse être une fiducie utile. Voilà, alors je voudrais terminer par un dernier propos. Cette propriété collective, vous nous avez dit, et vous avez 1000 fois raison, qui pourrait vous contredire, que c'était évidemment d'une certaine manière une entrave à l'utilisation économique du bien, à son exploitation, à sa rentabilité. Alors, vous nous avez dit qu'en Calédonie, on avait un peu réglé la question. On avait trouvé une solution qui consistait à ce que ces personnes morales consentent des baux qui vont permettre à tel investisseur de construire un complexe hôtelier. Et nous parlons de terres coutumières. La question que sincèrement je pose et que je me pose, c'est qu'autant je comprends le lien à la terre, lorsque cette terre est un paysage qui est mien, le paysage dans lequel j'ai vécu, le paysage que j'ai parcouru, le paysage que je reconnais et donc où je me reconnais, et au fond dans lequel je cherche un abri et les moyens de vivre.
autant j'ai plus de mal à comprendre que ce lien à la terre puisse demeurer cela si cette terre est exploitée par un tiers, qui a un bail de 75 ans, qui construit un complexe hôtelier. Là, pour moi, le lien à la terre, je ne le comprends plus. Mais peut-être parce que je ne suis pas kanak. Mais disons que j'ai un peu de mal à le comprendre. Et je me disais, in fine, que peut-être faudrait-il distinguer ce qu'on fait en Polynésie, et qui permet donc une exploitation, au fond, comme s'il y avait une propriété aliénable. Car enfin, un bail de 75 ans, les Anglais sont... Vous savez qu'en Angleterre, on ne vend jamais la terre, elle appartient à la couronne. Ben, c'est pas compliqué, on fait des baux de 3000 ans. On verra bien. Hein. Bon, voilà, bon. Je pense qu'il n'y a pas, si vous voulez, là, comme une espèce de truc. Et si le risque n'est pas que le lien à la terre devienne un prétexte, alors que la société que vous nous avez décrite, à Rapa ou à Terre Vivante, est un modèle que l'on comprend très bien, qui est un modèle dans lequel la terre coutumière reste une propriété coutumière, mais elle est au fond destinée au bien vivre de ceux auxquels elle appartient. Mais elle n'est pas une source de richesse avec lesquelles on va aller s'acheter autre chose. Moi, ça me fait un peu penser à ce qui vous a été décrit au Vanuatu, où les habitants de Tanna consacrent la terre coutumière, et pardonnez-moi l'expression, vont coloniser l'île d'à côté. Moi, je reste quand même préféré. Voilà, ce sont des propos un peu... C'est une interrogation que je me suis posée tout à la fin de nos débats. Merci mille fois de votre patience et de votre écoute.